RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et notre invité est Aurore Bergé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et vous venez de publier chez Robert Laffont Nos combats pour la République, où d'ailleurs vous confiez de manière intime, vous parlez de politique bien sûr, mais intime sur les violences faites aux femmes. On en dira un mot. Donc là, on va parler de l'antisémitisme, puisque samedi, un rabbin a été agressé par un jeune de 16 ans. Depuis 2 ans, les actes antisémites n'ont jamais atteint un si haut niveau, notamment chez les jeunes et à l'école. Comment, d'abord, l'expliquez-vous? Est-ce que vous le liez à l'actualité au Moyen-Orient? Et comment fait-on pour lutter contre ce phénomène inquiétant, notamment dans l'éducation nationale? C'est une explosion depuis 2 ans et c'est un risque de réenracinement en fait, de l'antisémitisme dans notre pays. Vous l'avez dit, ça touche de plus en plus les jeunes à double titre, puisque nous avons à la fois des victimes qui sont de plus en plus jeunes, mais aussi parce que les auteurs sont de plus en plus jeunes. C'est donc ce qui se passe à l'école dès le plus jeune âge, c'est ce qui se passe aussi dans nos universités. C'est pour ça que moi j'ai souhaité, dans les assises de lutte contre l'antisémitisme, qu'on ait une attention particulière sur la question de l'éducation au sens large, enseignement supérieur compris évidemment, formation des enseignants, meilleure appréhension de ce qui se passe dans les salles de classe évidemment, sanctions de manière systématique aussi. Et après sur la question est-ce que c'est lié aux événements au Proche-Orient, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on assiste à une essentialisation des Français juifs, considérant qu'il y a un signe égal entre Français juifs, tout simplement juifs, et situation humanitaire à Gaza, comme si les Français juifs étaient redevables de ce qui se passait, et oubliant le point de départ. Le point de départ étant des attentats terroristes islamistes en Israël, qui ont coûté la vie à 50 Français. 50 Français qui ont été assassinés. En considérant aujourd'hui que les génocidaires sont du côté eh bien des Juifs. Oui, c'est une forme de nazification en fait voilà. des Français juifs. Ça touche pas que la France, ce phénomène, ça touche toutes les démocraties, ce qui dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on attaque d'abord dans nos démocraties les personnes qui sont de confession juive, d'identité réelle ou supposée d'ailleurs juive. Donc c'est là où il faut qu'à un moment on sorte, tout le monde sort de l'indifférence, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, je trouve. C'est-à-dire qu'on finalement on se dit, ou trop de gens se disent, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas moi-même directement concernée. Si, on est concerné. C'est l'affaire de nos démocraties, c'est l'affaire de la société, c'est l'affaire de tous les Français. Ça ne peut pas être la seule affaire des Français de confession juive de manière évidente, et puis c'est l'affaire de l'État, encore une fois, sur la question de l'éducation et des sanctions. Des professeurs, c'est l'affaire du ministre, enfin de la ministre de l'Éducation nationale, mais aussi des professeurs, ça tient aussi à l'éducation. Oui, on voit que c'est plus difficile aujourd'hui à transmettre. Aujourd'hui, on estime que vous avez 6% des jeunes qui considèrent que la Shoah est une invention. Quand vous le ramenez à une salle de classe, ça veut dire que vous avez 1 à 2 élèves par classe qui pensent que la Shoah n'a pas existé, que la Shoah est une invention. Donc ça dit quelque chose de manière très sidérante sur la difficulté aujourd'hui à défendre la transmission de cette mémoire, mais ça nous dit aussi que la manière avec laquelle on lutte contre l'antisémitisme doit aussi être repensée, parce que la transmission de la mémoire ne suffit pas. Ça ne suffit plus, malheureusement, pour faire prendre conscience de la spécificité de la haine antisémite et de la nécessité de lutter contre l'antisémitisme. De la mémoire, c'est vrai, mais aussi on pourrait le dire dans plein de domaines, de l'ère de la post-vérité, où dans le fond on remet effectivement tout en cause. Alors, dans l'affaire de l'affiche de la France Insoumise avec la photo de Cyril Hanouna caricaturée comme on caricaturait les Juifs justement dans les années 30, désormais retirée, a donné le sentiment à certains d'un antisionisme rampant de la gauche radicale, et plus que rampant d'ailleurs. Est-ce que la France Insoumise, d'après vous, souffle sur les braises de l'antisémitisme? Écoutez, quand vous créez justement des affiches qui prennent et reprennent toute l'iconographie antisémite des années 30, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon qui dit dans un meeting à Brest, il y a quelques jours, qu'on leur coupe les cheveux pour en faire des édredons, c'est une référence évidente, quoi qu'ils essayent d'inventer aujourd'hui, évidente, à la Shoah,
C'est-à-dire que des enfants, des femmes, des hommes avaient la tête rasée et qu'ensuite on commercialisait leurs cheveux. Il n'y a pas d'autre référence possible en fait en disant qu'on en fait des édredons. On en faisait des matelas à cette époque-là. C'est une entreprise allemande auprès de laquelle ces cheveux étaient commercialisés. Donc quand vous additionnez toutes ces déclarations, tous ces faits, quand vous reconsidérez la campagne des élections européennes, qui a été une campagne exclusivement tournée, leur campagne des élections européennes exclusivement tournée sur la situation au Proche-Orient et la haine absolument décomplexée d'Israël, vous voyez bien qu'antisionisme se confond avec antisémitisme et vous voyez bien que ça a des conséquences. Ça met des cibles dans le dos de Français, et ça, de Français juifs. En fait, Je pense qu'il y a au départ un objectif qui est un objectif clientéliste et électoral, qui est malsain, qui est profondément malsain, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on considère que dans certains quartiers, la haine du juif est acceptable. Ça voudrait dire que dans certains quartiers, on considère que ce serait payant électoralement de placer des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs, que certains de nos compatriotes y seraient eux-mêmes sensibles. Donc je trouve ça détestable à tout point de vue. Et j'espère surtout que ce qui sera résiduel, ce sera la France insoumise. Parce que l'antisémitisme, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas résiduel. Et l'antisémitisme, on doit évidemment le combattre. Et pour ça, on a besoin que tous les partis politiques le combattent. Tous. Alors justement, le Rassemblement national, longtemps taxé d'antisémitisme, Jordan Bardella... Condamné pour des faits d'antisémitisme. Bien évidemment. Je parlais même plus du père, là, mais même quand la fille, Marine Le Pen, a repris le parti et fait lui un peu nettoyer effectivement ce parti d'antisémites notoires. Mais là, on a vu Jordan Bardella aller à un colloque sur l'antisémitisme, notamment invité par le gouvernement israélien. D'après vous, est-ce que le RN a encore des relents cachés d'antisémitisme? Mais ce n'est pas que des relents, c'est des partisans. Quand vous avez des députés qui ont été élus en 2022, l'un d'entre eux tenait quelques mois avant une librairie dans laquelle étaient vendus des livres négationnistes. Ce n'est pas une invention, ça. Non. Ce sont des faits. Donc quand vous investissez un candidat qui devient député, qui reste député après que les faits aient été révélés et qui commercialisait ce type de livre, c'est quoi? Si ce n'est que vous avez en effet en votre sein encore des négationnistes et donc des gens qui nourrissent l'antisémitisme. Regardez la campagne. Mais regardez la campagne des élections législatives. À quel point Jordan Bardella a passé son temps à s'excuser pour les candidats qu'il avait lui-même investis. Toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, puisque la campagne était courte, quasiment tous les jours, il a dû s'excuser en disant « Ah, il est antisémite, je ne savais pas ». Donc à un moment, à quel autre parti, en fait, investit autant de candidats pour lequel on retrouve des propos, des attitudes antisémites. Donc là, l'antisémitisme n'a pas se précipiter disparu. À Jérusalem, alors c'est une vaste plaisanterie. Moi, je regrette que le gouvernement israélien ait invité celui qui est président du Rassemblement national et qui est héritier à la fois de ce qu'était le Front National, puisqu'il n'y a jamais eu de rupture. On n'a pas banni toutes celles et ceux qui avaient adhéré initialement, on n'a pas banni toutes celles et ceux qui avaient fondé ce parti-là, donc il y a à la fois ça, et puis encore une fois une actualité. Ce n'est pas un fantasme, ce sont des candidats qui ont eu l'étiquette du Rassemblement national, qui ont été investis. Donc oui, moi, le problème fondamental, notamment de la France insoumise, c'est non seulement qu'ils attisent des haines, mais c'est aussi qu'en étant dans cette outrance systématique, dans la peur qu'ils font vivre à nos compatriotes juifs, 92% des Français juifs disent qu'ils ont peur de la France insoumise, ils en viennent à faire considérer le RN comme étant acceptable et comme pouvant devenir un rempart. Le RN, le Rassemblement national, l'extrême droite, ne sera jamais un rempart. Il peut aujourd'hui avoir changé à devanture, mais derrière, dès qu'on gratte un peu et pas très longtemps, on voit bien que tout n'est pas propre, loin de là. Donc la question, elle n'est pas Marine Le Pen. Elle ne répond pas à la question seule. C'est toutes celles et ceux qui composent son parti qui sont investis par eux. Vous regardez dans notre parti, je vous mets au défi de trouver quiconque qui a été investi par nous et qui aurait tenu le moindre propos, et heureusement, de cette nature. Alors, votre autre combat, bien évidemment, qui vous tient à cœur, ce sont les violences faites aux femmes. Un procès se tient d'ailleurs en ce moment même, celui d'un homme qui a brûlé vive son épouse. Les femmes sont-elles suffisamment protégées aujourd'hui et comprises lorsqu'elles et épaulées lorsqu'elles veulent fuir leur domicile pour violence? On a beaucoup fait évoluer notre droit. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, les associations le reconnaissent, les magistrats, les avocats le reconnaissent. Mais beaucoup trop méconnaissent aujourd'hui leurs droits. Donc moi, je leur redis, et je le redis à celles et ceux qui nous écoutent, composer le 17, c'est pas de la délation.
Composer le 17, ça peut être sauver une vie quand on a un doute sur une femme qui serait victime de violence ou un enfant qui serait victime de violence. Appeler le 3919, qui est un numéro de soutien et d'accompagnement pour les femmes victimes de violence, pour les témoins aussi, pour les familles qui ont des doutes, qui ne savent pas comment appréhender ces questions, qui est gratuit, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une plateforme aussi en ligne pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est nouveau et c'est pertinent. Les ordonnances de protection, garantir que le conjoint qui est le conjoint violent ne puisse pas reparaître, ne puisse pas être en proximité de la victime, demander la délivrance d'un téléphone grave danger, c'est-à-dire avoir sur soi un téléphone d'urgence qui permet d'être activé si jamais il y a le moindre doute. Ça sauve des vies. On a eu des cas précis récents qui démontraient en Ile-de-France qu'en ayant été activés, ces téléphones avaient permis aux policiers d'intervenir quasi immédiatement et d'empêcher l'ancien compagnon d'entrer au domicile et sans doute de porter un coup fatal. Donc tout ça, ça a progressé, ça a évolué. Mais je pense qu'il faut qu'on progresse collectivement encore. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une forme d'indifférence. Moi, je suis toujours très frappée, très marquée après un féminicide, quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas entendu, qu'on ait des gens qui nous disent « mais nous, on a vu, nous, on a entendu ». Mais en fait, on n'a pas agi, on n'a pas appelé, on n'a pas téléphoné, on ne s'est pas renseigné. On ne demande pas aux gens d'intervenir à la place de la police ou de la gendarmerie, mais on leur demande d'être alerte, d'être vigilant, d'être à l'écoute, d'être disponible pour que cette parole puisse être révélée et que ces femmes puissent être accompagnées et soutenues. Alors, dans votre livre, vous racontez des tourments intimes et vous rappelez ce jour de 2023, je crois, où vous avez craqué à l'Assemblée nationale. Pourquoi revenir sur ces tourments personnels dans votre livre? Est-ce que on dit souvent aux femmes quand elles sont en politique ou même en politique tout court qu'il faut cacher sa vulnérabilité? Oui, mais parce qu'il y a un rapport qui reste un rapport un peu machiste à la vie politique. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce sont des codes qui ont été inventés et pensés pour des hommes et par des hommes. Et donc, il faut montrer de la force. Et donc, la vulnérabilité est supposée être l'inverse de la force. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que la vulnérabilité, la sincérité, ce n'est pas des faiblesses. Au contraire, c'est plutôt des forces. Savoir traverser des épreuves, mais surtout les avoir surmontées, comme des millions de femmes, je crois que c'est une force et non pas une faiblesse et que ça nous renforce. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je portais une proposition de loi en tant que députée en disant qu'un homme qui avait été condamné pour violence conjugale ou pour avoir ou violence intrafamiliale sur son enfant ne méritait pas d'être un élu de la République. Puis cette séance a été absolument épouvantable. J'ai été physiquement harcelée parce que l'hémicycle, vous savez, c'est une arène. Parfois, je suis celle qui porte les coups. Mais là, je les ai reçus sur un terrain qui n'était pas politique, qui était un terrain intime, où on m'a dit qu'en fait, j'étais pas légitime à porter ce combat, que j'étais pas sincère. Et donc, à force d'être harcelée... Comment expliquez-vous cette attitude, en fait Je ne l'explique pas. Ça venait de la part d'hommes, évidemment. Non, pas que d'hommes. De femmes aussi. Surtout de femmes, notamment de la France insoumise, d'ailleurs. À l'inverse, j'ai eu aussi du soutien, et heureusement, et je le dis dans le livre, de femmes écologistes, ou d'hommes aussi, évidemment, et tant mieux. Mais c'est surtout ça, d'ailleurs, qui m'a marqué. C'était des femmes plutôt de la France insoumise qui m'ont soumise, justement, à ce niveau de harcèlement-là. Et donc, à un moment, c'est sorti en disant, en fait, non. Enfin, je ne vous permets pas en fait de mettre en cause ma sincérité sur ce combat parce que, mais comme des millions d'autres, j'ai traversé ces tourments et ces souffrances, mais j'en suis sortie. Et je ne veux pas être définie par les violences, je veux être définie par le fait que déjà je fais de la politique, je suis une femme politique, j'en suis sortie. Ça me donne pas une légitimité en plus. Heureusement qu'il ne faut pas avoir vécu ça pour être légitime, pour en parler, pour se battre. Mais je pense que ça m'apporte forcément quelque chose dans mon combat quotidien et dans la sincérité que j'y mets. On dit souvent que les femmes ou hommes politiques manquent de sincérité. Ça devait passer aussi par là dans votre livre. Le fait d'écrire, c'est différent. Le rapport à l'écrit, il est différent d'une interview. C'est plus facile, c'est plus libérateur parfois d'écrire. On est plus en maîtrise quand on écrit que quand on dit. Surtout là, quand vous êtes soumis, comme c'était le cas à l'Assemblée, à une pression qui était monumentale. Donc le fait de l'écrire était pour moi important. Et surtout, j'espérais que ce soit utile. Que ce soit utile peut-être à des femmes qui liront ce livre, à des hommes aussi d'ailleurs, pour se dire qu'encore une fois, c'est pas une faiblesse, c'est une force aujourd'hui parce que je suis heureusement passée à autre chose dans ma vie et que ça me... Finalement,
à apporter aussi quelque chose, et que oui, ce rapport à la politique qui fait que la vulnérabilité devrait être en permanence cachée, je trouve que c'est pas sain, parce que c'est pas ça qu'on attend en général dans la société d'ailleurs, des hommes comme des femmes. On attend de l'honnêteté, de la sincérité, de l'engagement, du combat, et le combat, encore une fois, on peut le porter aussi en tant que femme. En France, il n'y a eu que 2 femmes Premier ministre, et pas de femmes présidente de la République. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles? Est-ce que ce livre est peut-être la première touche à cette ambition-là? J'ai de l'ambition. Moi, je porte des convictions et des combats qui me semblent absolument essentiels et qui devront être portés en 2027 notamment. Ces combats qui sont républicains, se dire que moi j'appartiens à une génération pour laquelle la République, la laïcité, l'égalité sont plus des évidences. Oui. On voit que ces valeurs, elles sont malheureusement particulièrement réversibles aujourd'hui. Oui, c'est des combats que je veux porter. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des hommes sur la ligne de départ. Ça, c'est une certitude aussi. Je suis obligée de vous poser cette question. Vous êtes visée par une information judiciaire pour faux témoignage sur vos liens avec une lobbyiste des crèches privées. À quel moment d'une procédure vous poserez la question de votre maintien dans un ministère, et comment vous voyez... Alors déjà, j'en parle évidemment dans ce livre, parce que je pense que c'est important aussi de parler de la manière avec laquelle ce genre d'épreuve peut s'imposer à nous. Il faut avoir en tête que c'est la France insoumise qui a demandé que cette enquête puisse être conduite. Donc moi, je respecte ensuite évidemment les magistrats et la Cour de justice de la République, puisque c'est elle qui a été saisie par la France insoumise, et c'est à elle que je réserverai mes réponses. Je m'attends à ce qu'il y ait, parce que la procédure, elle suit son cours, qu'il y ait une mise en examen, ce genre de choses. Mais encore une fois, il y a une présomption d'innocence. Donc moi, je veux avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs que chacun. Donc répondre devant la Cour de justice de la République, apporter les éléments, parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'on me reproche, puisque le dossier il est en cours, j'allais dire, de constitution. Dernière question, vous venez de la famille politique des Républicains. On sait que Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez vont s'affronter. Alors, ça ne vous regarde plus trop, en quelque sorte, mais lequel vous choisiriez? Voilà, je me garde bien de donner un avis. Vraiment, les campagnes internes, c'est ce qui est de pire dans une vie politique. Donc, je me garde d'avoir un avis et je leur souhaite bon courage à eux deux. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Nos combats pour la République. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de France 24. Et merci à Flore Simon, à Camille Néran et à toute l'équipe technique. À très vite. Depuis 2006, en français, en anglais, en arabe et en espagnol, les plus grandes personnalités internationales nous ont fait confiance lors d'interviews exclusives. Des leaders mondiaux nous partagent leur vision du monde. Des artistes et créateurs nous inspirent. Des intellectuels et innovateurs façonnent notre avenir. Les plus grandes personnalités sont sur France 24. Liberté, égalité, actualité.